On va faire un plongeon dans du très petit par contre, pour aller vers l'ADN environnemental, qui nous permet aussi d'améliorer la surveillance. Et c'est Isabelle Domaison, qui est directrice de recherche INRAE et responsable de l'UMR Cartel, qui va nous faire cette présentation. Moi, je fais le porte-parole de pas mal de monde qui travaille chez nous, enfin, au sein du pôle éclat, sur le sujet de l'ADN environnemental. Et donc, je pense que vous le savez, hein, mais l'ADN, c'est un peu la molécule par essence pour caractériser la biodiversité. Puis l'ADN environnemental, c'est tous ces types d'ADN qu'on va retrouver dans des matrices comme les sédiments, l'eau, les biofilms. C'est pas un type d'ADN, c'est plusieurs types d'ADN. On n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais ça peut être de l'ADN à l'intérieur d'une cellule encore active, le plancton, ou qui a été relargué. Donc il y a potentiellement des questions techniques autour de ça. Et puis à partir du moment où on a extrait ces ADN, on va dire, on a une potentialité de trouver de l'information sur un peu tous les groupes taxonomiques qui vivent dans le lac ou autour, parce que sur le bassin versant, il peut arriver jusqu'au lac des Signaux aussi terrestre. Et si je schématise à mort les techniques, on va dire qu'aujourd'hui, sur les choses qui sont un petit peu bien intégrées dans les diagnoses, on a cette option d'aller vers cibler une ou quelques espèces, mais de manière quantitative, avec notamment pour les méthodes les plus récentes, la digital PCR, ou alors d'aller essayer de produire des inventaires les plus exhaustifs possibles, pour donc là sur des communautés, des assemblages complexes, et ce qui est le plus on va peut-être pas dire en routine, mais le plus utilisé aujourd'hui, c'est le métabarcoding pour ces objectifs-là. Alors, la popularité de l'utilisation de l'ADNE va vraiment croissant depuis une bonne décennie. Juste ce petit schéma pour dire que, évidemment, les questions scientifiques qui peuvent être adressées grâce à l'ADNE, eh bien, elles sont vastes. Ça peut être de la bioindication, ça peut être se faire focus sur des espèces avec des espèces invasives, des questions de génétique des populations potentiellement, de l'écologie comportementale. Voilà, vraiment un panel de questions assez large où ces outils peuvent être mobilisés pour des microbes, pour des macro-organismes. Et puis, alors tout à l'heure Bénédicte l'a mentionné, donc ça tombe bien, il y a des attentes très fortes. Alors parfois un petit peu peut-être naïve, parce que quand on a vu nous aussi le SNP 2030 disant qu'on va avoir un inventaire exhaustif, alors c'est dit oups, est-on prêt? Pas sûr, mais néanmoins voilà, le potentiel est là, il y a des outils puissants, et puis surtout nos attentes elles sont en termes de haut débit, de couverture aussi spatiale, temporelle, d'acquisition de données voilà, de manière beaucoup plus massive et avec moins de côté intrusif ou invasif ou létal pour les communautés. Alors si on rentre par la question plus de la bioindication et qu'on pense aux groupes biologiques bioindicateurs un peu standards, reconnus, diatomées, poissons, phytoplancton, les degrés d'aboutissement sur les outils ADN pour les diagnoses et pour la bioindication, c'est quand même pas tout au même niveau évidemment. Et autant pour les diatomées, il y a eu un travail fait de nombreuses années auparavant qui font qu'on est à un niveau où on peut envisager le transfert vraiment clairement. Les poissons sont vraiment pas loin derrière. Le phytoplancton par exemple, c'est un petit peu moins près. Donc voilà, il y a quand même un champ de R&D qui est encore très, très vif et assez important. Alors là c'est une petite illustration pour essayer, si j'en ai pas oublié, mais je sais déjà que j'en ai un petit peu oublié, d'illustrer comme ça la diversité des projets, des sujets pour lesquels il y a eu soit des développements pour l'ADNE, soit l'intégration d'outils ADNE pendant notre programmation de ces quelques années en arrière, là dans Éclat. Donc il y a eu des travaux, il y a encore en fait des projets centrés sur les espèces invasives ou exotiques envahissantes. Je vais en redire deux mots et puis il y a une présentation demain là-dessus. Il y a un travail qui a bien avancé et qui n'est pas tout à fait encore abouti, mais sur les inventaires phytoplanctoniques et comment, à partir de l'ADNE, trouver un indice de qualité. Je vais en parler aussi tout à l'heure, un petit peu. Il y a aussi, et ça c'est très intéressant en termes d'inventaire biodiversité, une capacité avec l'ADNE à aller chercher des communautés, des groupes biologiques qui
sont en général pas pris en compte dans nos inventaires taxonomiques. Alors là, on a travaillé notamment sur le cas des ciliés, puis il y aura une illustration demain de comment on a intégré ces données ADNE dans les réseaux trophiques, justement pour mieux prendre en compte ces micro-prédateurs, par exemple. Des choses que je ne vais pas redétailler non plus, mais qui sont assez originales et qui ont donné quand même des réponses drôlement intéressantes en termes de quid du changement de la biodiversité au cours des 150 années passées. Donc ça, c'est un travail qui a été mené sur une autre matrice, hein, pas l'ADN de l'eau, mais des sédiments, de l'archive sédimentaire, où donc on a retracé sur presque 2 siècles derniers l'amplitude de changement de cette biodiversité dans un nombre de lacs assez conséquent, puisqu'il y en avait une cinquantaine. Ça, c'est un travail qu'on a mené voilà, en collaboration. Je ne reviendrai pas trop dessus parce que 20 minutes c'était peu par rapport à tout ce qui a été fait. Un gros travail sur les communautés piscicoles ou certaines espèces piscicoles. Donc ça, je vais réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc je ne m'attarde pas là tout de suite. Et là, on travaille plutôt sur la matrice eau. Et puis aussi des projets qui ont trait à la restauration, mais dans le sens comment inventorier de manière la plus complète possible et suivre les évolutions de cette diversité dans des cadres de restauration. Donc ça, c'est une thèse qui est pas en plein dans le pôle éclat, mais qui est fortement connectée, et je pense qu'il sera fait référence aussi demain. Et là, on travaille avec d'autres matrices sur la complémentarité de l'info qu'on trouve en termes d'ADNE dans les biofilms, dans l'eau, pour retracer la diversité des macro-invertébrés, du phytoplancton, du phytobenthos et des poissons. Donc voilà, ce volet multitaxonomique est vraiment quelque chose vers lequel je pense on va tendre quand même pas mal dans les années qui viennent. Alors, je fais un petit focus sur quelques-uns de ces projets. Si on parle un petit peu espèces exotiques envahissantes, ce que je peux vous dire en quelques secondes, c'est que le travail il a commencé avec deux groupes, deux types d'organismes, les moules quagga zébrés, sur lesquels il y avait des grands enjeux en termes d'invention biologique sur les grands lacs notamment, et puis le goby à tache noire. Et dans les deux cas, ou même dans tous les cas, ce qui a été fait là et ce qui est encore en cours, c'est de développer des protocoles. Alors ça veut dire développer des amorces spécifiques qui sont très bonnes pour détecter ces espèces, par exemple pour discriminer la quagga zébrée, ou être vraiment le plus précis possible sur l'espèce ciblée, couplé en général à de la digital PCR pour être quantitatif, parce que c'est un point relativement important. Donc il y a ce travail in silico qui a été fait pour designer ces amorces, des tests en labo et des tests in situ, in natura, sur des échantillons environnementaux. Donc là, il y a un petit exemple avec le suivi de la dynamique de l'ADN des moules quagga. Là, c'était sur le Léman, où il y avait des problématiques autour de est-ce que cette espèce se reproduit toute l'année ou pas, ce qui lui confère un avantage certain. Donc, voilà. Et puis, ce qui est en train d'être fait, là, et donc Marine, qui est dans la salle, pourra un petit peu plus vous donner de détails si ça vous intéresse, c'est de développer un panel d'outils de ciblage spécifiques, comme ça, pour un plus grand nombre de poissons, pour des écrevisses, pour donc proposer des protocoles où on peut co-détecter et co-quantifier plusieurs espèces en même temps dans le même extrait d'ADN, dans le même échantillon de départ. Donc ça peut être assez intéressant quand on veut faire voilà, des détections précoces ou pas sur un panel d'espèces possibles. Là, actuellement, c'est sur 5 espèces quantifiées simultanément, mais ça peut être plus. Je passe aux poissons. Alors là, il y a eu quand même un gros travail autour des poissons. Et le premier volet, c'est plutôt un volet quantitatif. L'objectif, c'était est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces méthodes ADN quantitatives pour suivre, par exemple, la phénologie de la reproduction des espèces. Donc c'est un travail qui a été fait là et bien abouti sur 4 espèces, corégone, perche, ongle chevalier et brochet. Et puis on s'est toujours mis dans une démarche évidemment de comparaison avec des méthodes plus traditionnelles ou nouvelles aussi, comme la caméra acoustique, pour calibrer au mieux ces signaux ADNE. Et ça, voilà, on a des choses qui sont opérationnelles maintenant. Il y a certains protocoles qui sont vraiment rentrés dans la routine de surveillance, par exemple
sur le Léman pour suivre la phénologie de reproduction des corégones. Donc on fait plus de pêche au filet, mais on fait de l'ADNE et de la caméra acoustique. Et les résultats sont, voilà, sont très bons. Donc là, Marine m'a fourni quelques illustrations juste pour montrer de manière très simple que quand vous voyez les deux courbes là-haut, orange et verte, c'est l'ADNE et la méthode traditionnelle de collecte des œufs par des substrats artificiels. Et on a quelque chose de très cohérent en termes de début de la repro, pic et fin de repro. Un point important aussi peut-être à mentionner, c'est que on a vraiment réfléchi à quels gènes marqueurs étaient les plus pertinents. Et par exemple, pour la reproduction, c'est plus pertinent d'aller chercher des gènes marqueurs sur le nucléaire plutôt que sur des gènes marqueurs mitochondriaux qui sont habituellement utilisés pour inventorier les poissons. Parce que voilà, dans les spermatozoïdes qu'on capte dans l'eau, eh bien, on a beaucoup plus le signal nucléaire et le signal mitochondrial est très très atténué et rare. Donc voilà, toutes ces questions, elles sont résumées en une ou deux diapos, une ou deux figures, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont été creusées pour aboutir à ces choses un petit peu finalisées et transférables. On s'est interrogé aussi sur l'ARN environnemental. Alors ceux qui suivent un peu la question de ces ADN, ARN, savent que l'ARN c'est vu comme une molécule beaucoup plus éphémère, donc un signal qui révèle la présence assez proche de l'espèce. Donc on s'est questionné, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux travailler sur l'ARN2, est-ce qu'on aurait quelque chose de plus performant, de plus le reflet de ce qui se passe dans le milieu. Et en fait, pour ce cas-là, en tout cas pour la phénologie de la repro, c'est à peu près égal. L'ARNE est un peu plus lourd à mettre en œuvre, donc mieux vaut conserver le travail, les protocoles sur l'ADN, qui sont plus simples. Et dans les deux cas, on reflète bien ce qu'on peut voir juste à côté avec une caméra acoustique, y compris à des passages très courts de 1 heure ou quelques heures. On voit bien les signaux qui sont complètement convergents avec la présence des poissons. Je reste sur les poissons. Alors là, on change un petit peu parce qu'on ne s'intéresse plus à une ou quelques espèces, mais on s'intéresse à essayer de dresser un inventaire sur l'ensemble de la communauté piscicole. Il y a eu différentes phases de travaux dans le pôle éclat. Le projet Redfish a été adossé à une thèse CIFRE qui s'est intéressée surtout aux phases plutôt d'échantillonnage pour répondre à la question où échantillonner, quand, avec quel effort d'échantillonnage, pour refléter le plus possible l'assemblage piscicole, sachant qu'on savait quand même déjà que l'ADNE était efficace pour détecter les espèces piscicoles, y compris des signaux rares. Mais là, c'était un petit peu pour préciser ces aspects d'échantillonnage qui sont essentiels, on le sait, pour toutes les démarches de surveillance, évidemment. Donc, à la fin de ces travaux-là, on a une information sur les efforts à produire en termes d'échantillonnage, selon la taille des lacs, les points de vigilance, si on a des lacs stratifiés, aller chercher des échantillons d'eau en zone profonde, etc. Donc ça, c'était un pas déjà qui a bien consolidé la démarche. Et puis aujourd'hui, mais alors ça c'est en cours, hein, c'est cette année que c'est en train d'être fait, on se questionne un petit peu plus, ou on essaie de consolider, on va dire, les choses en termes quantitatifs. Parce que alors, il y a un fait, c'est que l'abondance, la biomasse d'une espèce et la quantité d'ADN qu'on va retrouver pour cette espèce sont liées, ça c'est clair. Par contre, après, quand on prend le process dans son entièreté, qu'on fait des amplifications, du séquençage, etc., on génère du bruit là-dedans. Et en plus, au final, avec le métabarcoding, on a des sorties qui sont des nombres de séquences ADN. Ce qui n'est pas vraiment une information quantitative facile à manipuler. Donc là, le travail qu'on fait, c'est quelles recommandations on va donner pour les futurs inventaires piscicoles, pour aller vers des sorties, des données plus quantitatives et donc parler en nombre de copies d'ADN pour chaque espèce à la sortie du métabarcoding. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec deux pistes. L'une qui est inclure des standards internes dans le séquençage, l'autre qui est combiner métabarcoding et digital PCR, notamment en considérant la quantité d'ADN poisson pour chaque échantillon d'ADN poisson total. Et donc ça c'est en cours, donc je ne vais pas passer trop de temps à vous expliquer, parce qu'en plus ça peut être assez long, mais grosso modo, ainsi voilà, peut-être ça. Vous avez là
voilà, des choses qui sont en train d'être traitées par Jonas, qui est là aussi, qui pourra expliquer. Mais grosso modo, vous avez en X des quantités d'ADN pour 6 espèces de poissons. Vous voyez peut-être là où il y a 6 espèces pour lesquelles on sait très bien quantifier leur signal ADN. Donc, dans l'échantillon de départ, on a fait ça. Quelle est la quantité de copies d'ADN pour le corégone, la perche, etc. Et puis de l'autre côté, en Y, vous avez les données de métabarcoding qui ont été corrigées par nos deux approches. En bas, c'est l'ajout de standards internes et en haut, c'est la correction par une quantité d'ADN de poisson qu'on a quantifié aussi indépendamment. Donc c'est chouette, voilà, on est bien sur la pente 1, on a un peu de dispersion autour, les deux peuvent fonctionner. Là avec la méthode des standards internes, on a un petit peu moins de variabilité, par contre, on est un petit peu plus décroché de la pente. Et donc ça, voilà, ça c'est sur un lac, hein. Là c'est sur le Bourget. Donc l'objectif c'est de consolider ça sur d'autres lacs évidemment, mais on sait déjà que ça, voilà, qu'on va aller vers une recommandation de ce type-là. Donc ça c'est bien. Et puis bien sûr là on a comparé à un signal moléculaire, mais on peut comparer ça à des abondances, des biomasses. Alors là encore aussi, hein, c'est un lac, c'est un one shot. Donc faut pas, on n'est pas trop inquiet de la dispersion qu'il peut y avoir. L'essentiel c'est qu'on ait quand même ces tendances déjà qui sortent. Et de toute façon, on n'aura jamais une pente 1-1 entre ce qu'on trouve par un filet de pêche et ce qu'on trouve par l'ADN. Donc bon, voilà un peu pour expliquer quand même où on en est. Et cette année 2025, on va renforcer ça avec, d'une part, tester vraiment un peu plus en grandeur réelle l'opérationnalité de nos méthodes d'échantillonnage. Donc on a calé les choses, mais là l'idée c'est de passer aux acteurs de terrain pour qu'ils le mettent en œuvre et puis on voit si tout est bien. L'idée c'est aussi de poursuivre ces comparaisons autour de l'aspect quantitatif et consolider ce qu'on a initié là cette année, et puis commencer à explorer ce qu'on fait en termes d'indices de qualité avec ces données ADNE, et surtout stabiliser un protocole national pour ces inventaires piscicoles. Je vais finir avec le phytoplancton parce qu'on a parlé beaucoup de macro-organismes, mais les micro-organismes sont hyper importants. Et pour le phytoplancton, donc là c'est un travail qui dure depuis quelques années, peut-être bien 3-4 ans, là je ne sais plus. Ouais, depuis 8 plus peut-être même. C'est challenging de faire des inventaires de diversité robustes pour le phytoplancton, parce qu'on a une diversité phylogénétique de dingue, et donc avoir un barcode qui est bien résolutif, qui couvre toute la diversité, c'est assez compliqué. Donc là, l'objectif aussi, c'est d'aller vers des indices de qualité. Donc ce qui a été fait, c'est toutes les premières étapes, là, ces dernières années, on a bien consolidé les choses, avec des protocoles d'échantillonnage qui ont été déployés au niveau national sur des centaines de lacs. Donc on peut dire que voilà, c'est très faisable. Des choix sur les barcodes, donc on a choisi du 23S parce que ça couvre les cyanobactéries et des microalgues eucaryotes. Plein de choix méthodologiques autour de ça. Un point important, c'était de pouvoir bien comparer les méthodes traditionnelles et les méthodes moléculaires, et on avait des points de blocage parce que l'information taxonomique produite par le moléculaire et produite par les taxonomistes n'était pas toujours convergente, ça créait pas mal de difficultés. Donc il y a eu un outil de développer pour harmoniser ça, pour homogénéiser ça, outil dans lequel on retrouve voilà, les taxons, et il y a eu une version récente avec des informations sur les traits écologiques de ces espèces, ce qui peut être extrêmement intéressant pour aller intégrer ces informations-là, évidemment. Et puis on en est là, ici, aux indices. Et là, il n'y a pas une manière de faire, il y en a certainement plusieurs, et c'est ça qu'on est en train de stabiliser. Soit on essaie d'imiter ce qu'on sait faire en morphologie, en taxonomie, on prend les mêmes indices, l'IPLAC, très bel indice, mais est-ce que ça va marcher avec nos inventaires ADN, ou on invente autre chose. Et donc on essaie tout. Alors là, il y a Frédéric, il y a Benjamin qui travaillent sur ce sujet, donc ils pourront réexpliquer un peu les choses, mais si on se contente d'imiter, c'est-à-dire on prend nos inventaires ADN et on essaie de calculer l'IPLAC avec, c'est pas top pour l'instant. Alors on l'a pas fait sur un très grand nombre de lacs, ça, mais on voit bien que c'est pas génial, et vous voyez la pente de la courbe là entre l'indice moléculaire et l'indice morphologique, il n'est pas voilà, génial. Pourquoi? Parce qu'en fait
il y a beaucoup d'informations dans l'ADNE, mais toutes ces séquences ADNE, elles ne sont pas assignées taxonomiquement précisément toujours à une espèce. Parce qu'il n'y a pas de base de référence complète de toute la diversité des bases de référence moléculaires. Donc, en faisant ça, en mimant ce qu'on sait faire avec le morphologique, on perd de l'info. Et donc, évidemment, c'est pas très corrélé. Par contre, on a la possibilité avec ces séquences ADN d'avoir une approche naïve et on s'en fiche de la taxonomie à la limite. Et on regarde l'information, la présence de l'espèce sur un grand nombre de lacs avec des gradients environnementaux et on regarde la signature de ces assemblages par les inventaires ADNE sans même savoir qui sont les espèces présentes éventuellement. Et ça marche pas trop mal. Ça a bien marché pour les diatomées et donc c'est en train d'être testé pour le phytoplancton. Et là, on voit nos indices moléculaires en fonction du gradient environnemental. Là, c'est de l'enrichissement en phosphore. Ça commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu mieux. Et puis enfin, ce qui est peut-être plus inédit, c'est de prendre ces inventaires moléculaires et de mettre ça dans des réseaux écologiques. Ça veut dire on regarde, à chaque fois qu'on a un nœud dans notre réseau, c'est un taxon qu'on a trouvé dans différents endroits dans les lacs, en proportion plus ou moins grande. Et donc on peut construire des réseaux écologiques de concurrence et de codynamique à partir de ça. Et s'interroger, et c'est ce que fait Benjamin, s'interroger sur, si je regarde des métriques de la topologie de ce réseau, ça peut être des choses très basiques, mais ce n'est pas très informatif, des choses très élaborées, comme prendre en compte les rôles des nœuds, donc des taxa, dans la structure du réseau, c'est ce qu'il est en train de faire. Et bien, est-ce que ça nous donne une information qui reflète la qualité chimique, en tout cas connue, de ces lacs? Et là, ça commence aussi à bien marcher. Vous voyez, je n'explique pas parce qu'on n'a pas du tout le temps, mais on pourra y revenir. Quel est l'indice, là, sur les graphlets, sur le rôle des nœuds dans le réseau. Mais ça corrèle très bien, là, sur le phosphore, la concentration en phosphore dans les échantillons. Chaque point, c'est un échantillon qu'on a eu. Donc, juste pour finir, ces données phytoplanctoniques, elles s'enrichissent. Ce que je vous ai montré, là, les corrélations, c'était fait avec 98 lacs, 230 échantillons, 239 échantillons. Mais là, grâce au déploiement de terrain, qui a été vraiment... voilà, c'est une chance exceptionnelle, c'est essentiel de pouvoir faire ça. On va avoir 600 échantillons, 186 lacs, et cette construction d'indices, on va vraiment pouvoir être vraiment fortement consolidée dès cette année, évidemment. Donc voilà, je m'arrête là. Juste pour finir... je n'ai pas trop fait d'ouverture sur les perspectives, mais j'ai mentionné le côté multitaxonomique. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Et puis, il faut noter quand même que tout ce travail, il est visible, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de protocoles détaillés qu'on a mis en partage. Enfin, ça, c'est un point sur lequel on souhaite vraiment être hyper transparent, c'est qu'on donne toutes les infos les plus détaillées. Donc, Marine a passé pas mal de temps avec des collègues pour mettre ça de manière déoïsée et visible. Il y a les rapports techniques, les articles, évidemment, et il y en a quand même eu un certain nombre sur le sujet, là, une quinzaine, et des outils comme Fitool. Donc voilà, j'espère qu'on a gagné en visibilité si on en avait besoin sur le sujet. Voilà, merci.